Bonjour et bienvenue sur ce tuto consacré aujourd'hui aux technologies ADAS. Je suis Régis et je vais animer ce sujet. Nous sommes ensemble environ 20 minutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer certains capteurs indispensables pour réaliser les fonctions ADAS qui sont présentes sur nos voitures. Je ferai à la fin de la vidéo un focus sur l'importance du calibrage de ces technologies. Et pour terminer, je vous propose de répondre à vos questions à travers le chat qui sera mis une fois que la vidéo sera terminée. Et c'est parti! Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie ADAS? Et bien en fait, c'est un terme anglais qui, traduit en anglais, veut dire Advanced Driver Assistance System. Remis avec des mots français, on traduirait ça par système avancé d'assistance et d'aide à la conduite. En fait, tous ces jolis mots, toute cette technologie déployée là aujourd'hui, c'est pour viser à, dans un avenir assez proche, avoir une voiture autonome. Alors, on parle aujourd'hui de 2030 comme une date assez optimiste pour que ces voitures soient vraiment présentes sur nos routes. Qui dit conduite autonome dit échelle pour évaluer le niveau d'autonomie de ces véhicules. Les autorités ont donc décidé de créer des normes qui permettent de les classer en fonction de leur niveau. Aujourd'hui sur le marché, il y a deux échelles, l'une américaine, l'autre européenne. L'américaine va de 0 à 4 et l'européenne de 0 à 5. Donc je vous propose de regarder le découpage européen qui correspond au nôtre. Le niveau 0, et bien dans ce niveau-là, le conducteur garde l'entière totalité du contrôle de sa voiture, au savoir le frein, l'accélération, la direction. L'ordinateur de bord ne peut pas prendre la main, même s'il existe. Par contre, l'ordinateur de bord va afficher au conducteur soit des alertes sonores, soit visuelles, que le franchissement d'une ligne est apparu ou qu'une caméra détecte un obstacle à l'arrière. Ce sera toujours au conducteur de prendre la main sur le système. Dans le niveau 1, le conducteur va garder une fonction, mais l'ordinateur de bord va pouvoir gérer la vitesse ou la direction. Le conducteur gardant bien sûr la totalité des fonctions du véhicule. Le régulateur de vitesse adaptatif est un bon exemple de conduite autonome dans le cas du niveau 1. En fonction du véhicule qu'il précède, l'ordinateur de bord va décider de ralentir votre voiture pour garder la distance que vous aviez programmée au départ. La plupart des voitures qui sont équipées depuis 2010 de ce niveau-là aujourd'hui intègrent très simplement cette fonction et personne ne s'en aperçoit. Ça fait partie du quotidien aujourd'hui chez nous. Le niveau 2, lui, va prendre en charge aussi bien la vitesse et la direction. Un exemple classique que vous connaissez tous certainement, c'est le parc assist. L'ordinateur de bord se charge de gérer le déplacement de la voiture à très faible vitesse pour l'insérer dans une place de parking. Le conducteur, lui, ne fait que surveiller donc les opérations. Il doit bien sûr reprendre la main en cas de problème, puisque voilà, il sera toujours responsable en cas d'anomalie. Dans le cas du niveau 3, dans cette catégorie, le conducteur délègue totalement la conduite du véhicule dans des conditions prédéfinies. Alors là, on vous propose, par exemple, de pouvoir lire votre journal ou répondre à un message sur votre smartphone. Bien sûr, l'ordinateur de bord, lui, il connaît ses limites, et le conducteur doit être capable de reprendre la main instantanément en cas d'anomalie. Donc aujourd'hui, ce niveau 3, qu'on appelle niveau guidé, on va le retrouver sur des fonctions comme l'embouteillage, qui est monté sur les Volvo XC90. Vous retrouvez ça sur la fonction Traffic Jam de chez VAG, où un régulateur de vitesse adaptatif va gérer la vitesse à ce moment-là. Concernant le niveau 4, eh bien là on n'a plus besoin de conducteur. Dans ce contexte limité, bien sûr, et dans une situation prédéfinie, la voiture est capable de se déplacer sans son propriétaire. L'exemple classique, c'est aujourd'hui encore Tesla, qui le propose à travers son application Smart Summum. Le conducteur, à l'aide de son smartphone, va appeler sa voiture de la place de parking et elle va revenir vers lui puisque la voiture va, grâce au GPS, le géolocaliser. Et naturellement, la voiture peut également s'en aller sur sa place de parking si elle était au départ prédéfinie. Mercedes et BMW, aujourd'hui, assurent également ces fonctions-là. Et enfin, dernier niveau d'autonomie, la voiture est capable de conduire dans toutes les situations. Que vous soyez au volant ou pas n'a plus d'incidence. En effet, dans ce niveau-là, l'ordinateur de bord assume toutes les fonctions.
Alors ça peut paraître un peu futuriste, mais aujourd'hui des voitures roulent déjà comme ça, hein. La voiture Google Car est comme ça. D'autres constructeurs également proposent des prototypes, et bien sûr l'idée est de venir à cette technologie-là assez rapidement, bien que voilà, les infrastructures aujourd'hui ne sont pas forcément adaptées et la législation n'est pas toujours encore adaptée pour permettre à ces voitures de circuler en libre accès sur nos routes ouvertes dans toutes les conditions. Une fois qu'on a présenté les différentes échelles d'autonomie pour une voiture, pour faire la DAS, notre voiture a besoin de voir ce qui se passe dans son environnement. Donc pour ça, elle va être équipée de différentes technologies de capteurs. On peut citer les capteurs à ultrasons, qui ont une très courte portée, donc on les retrouve devant et derrière la voiture. On va retrouver des radars courte et moyenne portée, qui vont permettre de voir également à l'avant et à l'arrière, mais avec des distances un peu plus importantes que les ultrasons. Le constructeur peut installer des caméras, donc principalement caméras avant et arrière, et s'il souhaite avoir une vision 360, il va installer des caméras également sur les côtés latérales droite et gauche. L'artifice peut être complété par un lidar. À ce moment-là, ça permet de projeter encore plus loin la vision de la voiture pour qu'elle puisse voir ce qui se passe devant elle. Et pour couvrir encore plus la voiture, un radar longue portée peut être installé qui va, comme son nom l'indique, permettre de voir encore plus loin ce qui se passe pour donner de la sécurité à la voiture. Dans tous les cas de figure, pour pouvoir se rapprocher de la voiture autonome, les constructeurs vont plus ou moins mettre de technologies de capteurs dans leur voiture. Donc certains vont travailler sur le radar longue portée et la caméra, d'autres constructeurs vont travailler sur des radars courte moyenne portée avec un lidar, et d'autres constructeurs vont encore associer de plus de capteurs, le but étant d'avoir cette fameuse vision autour de la voiture pour leur rendre cette voiture de plus en plus autonome et de plus sécurisante par rapport à son environnement. Je vous propose maintenant d'aborder une première technologie indispensable pour permettre à nos voitures de voir leur environnement. Le radar. En fait, c'est l'acronyme de Radio Detecting and Ranging. Ça signifie approximativement détection et distance par la radio. C'est un capteur qui est capable de mesurer une distance et la position d'un objet. Donc, un radar, c'est constitué d'une antenne émettrice et de deux antennes réceptrices. Un courant alternatif est appliqué à l'antenne émettrice, celle-ci génère et envoie une onde électromagnétique. Les antennes réceptrices vont surveiller le retour de ces ondes. L'électronique associée à ce module va déterminer ainsi la vitesse et la distance des objets qui passent dans son champ de vision. Pour mesurer donc cette distance, le radar fait appel à des ondes électromagnétiques. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique, vous me direz? En fait, c'est le déplacement de deux champs. Un champ électrique et un champ magnétique. Ces deux champs donc, sont créés par une antenne sous forme d'oscillation. Un courant alternatif est appliqué à l'antenne émettrice, ainsi celle-ci génère et envoie ces fameuses ondes. Ces ondes vibrent ensemble à très haute fréquence, elles sont non perceptibles pour l'humain et elles se déplacent dans l'air. En plus de l'émission d'une onde, un radar va utiliser l'effet Doppler, ce qui va lui permettre de connaître la distance et la vitesse des obstacles qui passent dans son champ de vision. Mais qu'est-ce que l'effet Doppler? L'effet Doppler, c'est par exemple la variation sonore que vous entendez lorsqu'une ambulance s'approche puis s'éloigne de vous. Lorsque vous êtes devant l'ambulance, vous entendez un son plutôt aigu. Lorsque l'ambulance passe devant vous et que vous retrouvez derrière, là vous entendez un son plutôt grave, c'est une fréquence basse. Par contre, le son lui ne change pas à l'intérieur du véhicule. Ce phénomène-là, le radar va essayer de le détecter. Dans l'animation que vous avez là, on voit qu'un radar est en train d'envoyer donc son onde, onde représentée en bleu. Si un obstacle passe devant, par exemple ce ballon, en retour, le ballon va réémettre une onde avec une fréquence différente. La fréquence que vous voyez là, de couleur rouge. Le radar va pouvoir ainsi détecter la distance qui le sépare du ballon et va détecter la vitesse à laquelle le ballon est en train de se déplacer autour du radar. Autre exemple, mon radar va permettre d'observer ce qui se passe devant lui dans le cas de la voiture. Par exemple, le radar va émettre une onde à une vitesse de 300 000 km/s, qui est l'équivalent de la vitesse de la lumière.
Donc cette onde a une certaine fréquence. Si l'onde rencontre un obstacle, elle revient, mais avec une fréquence différente. Le calculateur va détecter la vitesse de déplacement du véhicule devant lui et savoir s'il s'éloigne ou s'il se rapproche de la cible. Ces différences de longueur d'onde vont s'appeler l'effet Doppler. Alors attention, les limites de détection peuvent apparaître en fonction de certaines conditions extérieures. Un radar est très performant et très précis dans sa mesure, mais dans certaines conditions, il va se retrouver coincé. Si les conditions météorologiques, neige, pluie, brouillard, gelée sur le radar sont présentes, eh bien ça le rend beaucoup moins performant. Si la cible se retrouve hors de son champ de détection, par exemple dans un virage serré, en haut d'une montagne, en haut d'une côte, en haut d'une descente, eh bien le radar ne pourra pas ajuster ces données. Et enfin, un radar ne doit pas être derrière une pièce métallique. C'est pour ça qu'on va le retrouver le plus fréquemment derrière un pare-choc, une calandre, un logo justement qui ne contient pas d'objet métallique. Les radars, en conclusion, on les retrouve aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Principalement à l'avant parce qu'en fait ils vont beaucoup participer à la fonction régulateur de vitesse adaptatif, mais les constructeurs les mettent aussi à l'arrière pour pouvoir assurer des aides à la conduite pour les manœuvres parking par exemple. Il existe aujourd'hui sur le marché 3 technologies de radar, les radars courte portée, moyenne portée et longue portée. En fonction de ces différentes technologies, eh bien, les constructeurs vont assurer certaines fonctionnalités ADAS. Et ces technologies n'auront pas tous la même performance en fonction du radar qui est à moyenne portée par exemple. Donc vous ne pourrez pas avoir un régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne au-delà de peut-être 150-160 km/h si la voiture est équipée d'un radar moyenne portée. Cette même voiture équipée d'un radar longue portée pourra garder son régulateur de vitesse adaptatif fonctionnel jusqu'à 150, 200, 250 km/h suivant les constructeurs. Autre technologie très présente dans nos véhicules, les caméras multifonctions. En fait, les caméras, c'est l'équivalent de nos yeux. Voilà, sans elles, les logiciels dans les voitures auront du mal à apprécier les formes qui se présentent devant la voiture. Une caméra, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un objectif dans lequel va arriver la lumière. Cette lumière va passer par des filtres chromatiques et ensuite va être directement exposée sur des capteurs CCD. Ces capteurs CCD vont transformer les signaux lumineux en signaux électriques et vont s'en aller dans un convertisseur qui va permettre au logiciel de transformer cette image numérique et la reconstituer en image réelle. Donc une caméra, c'est un logiciel de traitement d'image, en général qui est intégré à l'intérieur de la caméra qui est fixée sur le pare-brise. C'est un objectif qui va avoir un plus ou moins grand angle suivant ce qu'on veut lui faire voir. Et c'est enfin devant une feutrine très fréquemment pour justement absorber une partie des réverbérations, des parasites lumineux qui pourraient modifier la qualité de la lumière lorsqu'elle vient sur l'objectif de la caméra. Il existe sur le marché des caméras monovision ou des caméras stéréovision. Comme vous avez deux yeux qui vous permettent d'appréhender au mieux la profondeur de champ des objets, et bien avec une caméra stéréovision, le logiciel aura plus de facilité à appréhender également ce champ de profondeur et de pouvoir mieux estimer la distance qui le sépare de l'objet. L'objectif de la caméra possède une lentille et cette lentille va permettre de pouvoir déterminer un angle de vue, donc aussi bien en hauteur qu'en largeur qu'en profondeur. La caméra va permettre de reconstituer l'image et avec une base de données intégrée dans le logiciel, la caméra va pouvoir déterminer si la voiture vient vers nous ou au contraire s'éloigne, si c'est plutôt une face avant ou une face arrière. La caméra sera capable d'observer un feu, observer un panneau, observer un marquage au sol, observer la forme d'un trottoir, d'une ligne continue, et donc de pouvoir mieux se fondre dans son environnement pour tout simplement interagir avec le conducteur en cas de besoin. C'est une des technologies aujourd'hui les plus utilisées sur les systèmes ADAS. On va retrouver de la caméra pour permettre de réaliser le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance de panneaux naturellement, la détection de piétons très importante lorsqu'on circule en ville,
L'assistance de parking pour permettre d'avoir un meilleur environnement et observer les obstacles qui seraient mal vus par le conducteur. Nous avons également la vision 360 degrés, alors qui sera en 2D ou en 3D suivant comment le logiciel reconstitue les images. La détection d'angle morte également présente grâce aux caméras présentes dans les rétroviseurs à droite et à gauche. Et naturellement, voilà, pour conclure, voilà, les caméras frontales et arrière sont les plus présentes sur nos voitures, mais ce n'est pas les seules, puisqu'on peut retrouver également des caméras, comme j'expliquais tout de suite, dans les rétroviseurs, pour permettre de créer cette vision 3D. Les caméras à l'arrière vont être implantées sur le haillon, ou alors derrière des obturateurs qui permettent de garder l'optique le plus propre possible, puisque dès que les conditions climatiques sont mauvaises, on va se retrouver avec un optique sale. D'ailleurs, le même problème se pose sur les pare-brises, d'où la caméra positionnée à un certain endroit sur le pare-brise en partie haute, dans la zone de balayage des balais, pour rester propre dès que les conditions climatiques se dégradent. J'aurais pu vous parler également d'autres capteurs, comme les ultrasons, les caméras infrarouges, les lidars. Toutes ces technologies se retrouvent aujourd'hui dans nos voitures. Bon, ce sera une bonne occasion pour nous revoir dans un autre tuto. En attendant, pour terminer cette partie, je vous propose de vous plonger dans une situation de conduite plutôt inattendue. Une image va apparaître dans quelques secondes et vous allez devoir prendre une décision très rapide. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Imaginez-vous au volant d'un véhicule avec un enfant et une femme à son bord. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Face à cette situation d'urgence là, qu'est-ce que vous décidez? Situation numéro 1, je reste sur ma trajectoire et je sacrifie les 3 personnes âgées qui se trouvent sur le passage piéton. Situation numéro 2, j'évite les piétons et par contre je percute de plein fouet le muret en béton. Je meurs avec les personnes à bord, à savoir femmes et enfants. Alors, qu'avez-vous fait comme choix? Eh bien, est-ce que cette décision que vous avez choisie, demain, la voiture autonome devra également la prendre? Est-ce qu'elle prendra la bonne décision? Est-ce qu'elle sera acceptable à vos yeux, cette décision qu'aura pris la machine? Et qu'est-ce qu'il en sera pour la population qui est à l'autre bout du monde, qui n'a pas forcément la même vision de nous, de nos coutumes et de nos habitudes? Là, ce travail, aujourd'hui, il est confié à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un vaste chantier. Alors ça explique pourquoi les voitures autonomes, aujourd'hui, ont pris un peu de retard. Pour terminer ce tuto, j'aimerais faire un point sur l'importance de la calibration pour ces équipements. J'aimerais vous faire voir ce qui peut se passer lorsqu'un radar est déréglé, ou pas, ou mal calibré. En fonctionnement normal, avec un régulateur de vitesse adaptatif enclenché, le radar balaie devant la voiture avec une certaine portée. Là, dans cet exemple, la voiture verte, grâce à son radar, détecte la présence d'une voiture. Si la voiture verte et marron se rapprochent, la voiture verte va diminuer sa vitesse pour rester à bonne distance, comme le radar a été programmé. Si par contre, le faisceau radar maintenant est dévié sur la gauche, parce qu'il est mal réglé, mal calibré, cette voiture marron va être détectée beaucoup plus tardivement. Conséquence, dans la voiture verte, il va falloir faire un freinage plus brutal pour simplement reprendre une distance de sécurité. Dernier cas, qu'est-ce qui se passera dans la voiture verte lorsqu'on va rencontrer cette situation? Là, le radar va observer qu'un véhicule en face arrive à très grande vitesse. Et comme le radar vous sonnez à la fonction Doppler, il voit que le véhicule vient vers elle. Donc il va engager un freinage très violent pour essayer de reprendre de la distance. J'ose pas imaginer les gens qui se trouvent derrière la voiture verte. J'ose pas non plus imaginer la frayeur des gens qui se trouvent dans cette même voiture. On en revient à l'importance de la calibration. On peut constater à travers également ce montage qu'un radar qui est bien réglé par rapport à un radar qui est décalé, lorsque vous regardez le tableau en bas, un désalignement de 1 degré, donc tout au bout de la colonne à droite, sur une distance de 100 mètres, donc en gros un radar de moyenne portée, va décaler son faisceau de quasiment 2 mètres. Vous vous rendez compte? 1 degré seulement de décalage sur le pare-brise se traduit sur un décalage d'environ 2 mètres à 100 mètres. Vous imaginez aujourd'hui des radars qui ont des portées de 150 voire 200 mètres, pour ce même angle, vous êtes en train d'observer dans le champ.
Et là, bien sûr, ça représente des vrais dangers en termes de conduite. En conclusion, la calibration de ces équipements radar, caméras, lidar sont absolument indispensables. Je pense que là, vous venez d'en prendre conscience. Mais par contre, quand est-ce qu'on calibre ces systèmes? En général, lorsque vous allez remplacer un des composants de l'ADAS, à savoir la caméra, le radar, le lidar, le calculateur, il faut que vous passiez par un calibrage. Bien sûr, en carrosserie, lors d'un remplacement d'éléments de la face avant, par exemple, ou là où est fixé ces éléments, il faudra faire un calibrage. S'il y a des poses du pare-brise, remplacement pare-brise, la caméra étant fixée sur celui-ci, il y aura calibrage. Lors d'un réglage de la géométrie arrière, naturellement, vous modifiez l'angle de poussée, il va falloir assurer un réglage. La hauteur de caisse va également impacter le réglage. Et enfin, lorsque vous déposez des éléments de demi-train, à savoir suspension, hydraulique, pneumatique, ou un capteur de hauteur de caisse, il faudra penser à assurer un calibrage. Comment s'opère le calibrage? Il existe des calibrages suivant les constructeurs, statiques ou dynamiques. Dans tous les cas de figure, vous allez avoir besoin pour le calibrage statique d'un outil diagnostic et des cibles qui sont afférentes au constructeur. Les précautions d'usage sont, pour pouvoir réaliser ce calibrage, une planité du sol irréprochable, un niveau de carburant à respecter conforme à ce que demande le constructeur, plus ou moins de charge suivant ce qu'il demande, la pression des pneus juste et les bons pneus, aucune luminosité directe sur les panneaux ou les caméras, donc pas de papier ou autre élément devant la cellule qui pourrait modifier le radar, un pare-brise bien sûr propre et collé correctement, à savoir une épaisseur de cordon uniforme de chaque côté, et un environnement autour du véhicule qui va rester neutre, pas de présence d'éléments perturbants comme des racks qui pourraient perturber la vision de la caméra par rapport au châssis sur lequel il y a des cibles. Et voilà, notre tuto sur les ADAS s'achève. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cela vous a donné envie d'aller un peu plus loin dans le contenu. Sachez que nous proposons une formation ADAS en e-learning qui est disponible sur notre site internet DAF Conseil. Nous animons également cette formation sur les technologies ADAS en présentiel sur une journée complète et sur les bonnes pratiques pour réaliser les calibrations sur une autre journée. N'hésitez pas à consulter et à vous abonner à notre page Facebook pour suivre notre actualité du moment. En attendant, à bientôt sur notre chaîne DAF Conseil. Au revoir.